d'abord quelques remarques. Une première remarque simple sur PISA. La Finlande n'est pas la seule en tête de PISA. Il y a 2 pays en tête de PISA, la Finlande et la Corée du Sud. Et il faut bien dire que ces 2 pays ont à peu près les mêmes résultats chiffrés sur les niveaux concernant les disciplines traditionnelles, maîtrise de la langue, littératie, c'est-à-dire maîtrise des contextes, culture scientifique, mathématiques, etc. Or, ces 2 systèmes, qui ont les mêmes résultats chiffrés, sont aux antipodes l'un de l'autre. Autant la Finlande, on vous l'a dit, n'utilise que très peu la note et le classement, autant la Corée du Sud a un système scolaire qui est un système de concurrence permanente, où il faut, de manière extrêmement acharnée, chercher toujours à dépasser les autres. Autant la Finlande est un système où, effectivement, on est attentif à associer les familles, à avoir des horaires de cours équilibrés, etc., autant la Corée du Sud est un système où les élèves ont un nombre d'heures de cours très important par jour, qui est en général redoublé par une deuxième école. On parle de 2 écoles en Corée du Sud. Il y a l'école publique ou l'école privée à laquelle va l'enfant, et il y a l'école du soir, qui est aussi payée par les familles, et qui, pour l'immense majorité des enfants de Corée du Sud, ne dure pas une demi-heure ni 1 heure, mais 5 à 6 heures. C'est absolument considérable. Donc nous sommes avec 2 systèmes qui ont les mêmes résultats, mais qui sont complètement orthogonaux en termes de méthode. Ce qui veut dire très clairement, et c'est le premier enseignement, c'est que nous ne pouvons pas simplement juger d'un système éducatif à ses résultats, et que les résultats en eux-mêmes ne nous disent rien des finalités ni des méthodes qui sont utilisés dans ce système éducatif. Et que avoir en soi de bons résultats, ça n'a pas de sens, selon qu'on utilise plutôt le modèle de la Finlande ou celui de la Corée du Sud. Premier élément. Deuxième élément, et c'est important à souligner, vous l'avez dit très justement, le système français est le plus inégalitaire et un des plus inégalitaires au monde. Alors, tout le monde fait semblant de le découvrir. Ça n'est pas une découverte. L'école qu'on appelle de la République était une école inégalitaire. Que je sache, Jules Ferry n'était ni socialiste, ni même démocrate, au sens où il aurait voulu une école démocratique. Il a laissé d'ailleurs subsister bien longtemps après lui 2 écoles publiques, une gratuite, la communale, et une payante, publique mais payante, qui était le petit lycée, qui commençait dès l'école maternelle et qui était payante, publique et payante. Et Jules Ferry avait, dans sa grande bonté d'âme, donné l'école communale aux fils du peuple, mais maintenu une école pour les fils de la bourgeoisie qui ne se mélangeait pas avec les fils du peuple. Et notre école a gardé de cette époque, en grande partie, un certain nombre de caractéristiques. Elle n'est pas démocratique, elle est tubulaire. Ce sont des tubes qui se juxtaposent, qui ne se mélangent pas, et dans lesquels il y a extrêmement peu de dérivation. Vous rentrez par le bas, vous sortez par le haut, et selon là où vous êtes né, et selon le milieu dans lequel vous êtes, vous avez extrêmement peu de possibilités de changer de tube. Cette école est très inégalitaire. Troisième élément, elle est très inégalitaire, il faut bien le dire, parce que les efforts qui avaient été faits, en particulier en 1981 par la mise en place des ZEP, puis ensuite par toute une série d'autres dispositifs, pour essayer de réduire les inégalités, ont été à peu près anéantis par les politiques depuis 7-8 ans. Anéantis par toute une série de mesures que vous connaissez bien, qui ont vidé de leur substance les zones d'éducation prioritaire, par exemple. À titre indicatif, puisque on parle de chiffres ici, il faut savoir que dans un collège de ZEP, il y a en général une dotation, pas en général, systématiquement d'ailleurs, une dotation supplémentaire en matière d'heures et d'enseignement. Dans les collèges qu'on va appeler clairs maintenant, qui sont les nouvelles ZEP, le nouveau système que nous propose Luc-Châtel, il y aura aussi une dotation supplémentaire, un petit peu comme dans le modèle des ZEP. Mais il faut ajouter immédiatement que si vous calculez le budget consolidé des collèges, le budget consolidé, c'est-à-dire pas seulement le budget de fonctionnement, mais le budget avec les salaires des enseignants et des personnels. Quoique les collèges de ZEP aient des enseignants supplémentaires, un élève d'un collège de centre-ville coûte 20% plus cher qu'un élève de collège de ZEP. Pourquoi? Parce qu'il y a essentiellement dans les collèges de ZEP des débutants qui n'ont pas demandé à être là et qui sont en début de carrière, qui coûtent moins cher. Quand ces débutants ne sont pas là, il y a essentiellement des contractuels et que, bien évidemment, si on donne des enseignants supplémentaires, on fait aussi des économies sur un certain nombre d'autres personnels, en particulier les personnels de techniciens et de services. Et donc nous avons des collèges de ZEP qui en réalité sont sous-dotés, alors qu'officiellement ils devraient être surdotés. Tout simplement parce que l'éducation nationale ne calcule jamais les budgets consolidés
de ces établissements et que nous sommes là devant une imposture budgétaire et financière quand on nous dit qu'on aide plus les ZEP. Ce n'est pas vrai, on les aide moins. Et le fait de continuer à mettre en première affectation, quand ils ne le veulent pas, les enseignants débutants dans les zones les plus difficiles est quelque chose qui est une calamité pour le système de l'éducation nationale française. Quand nous avons mis en place les PEP 4 à Paris, PEP 4, c'était les 99 collèges les plus difficiles. Eh bien, la pointe d'humour qui circulait à l'intérieur du ministère, c'était qu'est-ce qu'un PEP 4 ? C'est un collège dans lequel la personne la plus ancienne dans l'établissement, c'est l'élève de 3e. Parce qu'aucun adulte n'y a fait 4 ans. Aucun adulte n'y a fait 4 ans parce que dès que les adultes y sont nommés, comme ils n'y sont pas volontaires, eh bien, ils demandent leur mutation, ils partent ailleurs, à moins d'être des saints ou des héros. Le problème, c'est que l'éducation nationale fonctionne avec des fonctionnaires à qui elle ne peut pas imposer d'être des saints et des héros, et que l'on n'a jamais aidé convenablement les professeurs des collèges de ZEP, des professeurs des collèges difficiles, pour qu'ils puissent prendre en charge les élèves et en particulier, on ne leur a pas donné la formation suffisante, on ne les a pas accompagnés suffisamment pour qu'ils puissent aider les élèves. Quatrième remarque très rapide, vous avez dit très justement que la Finlande se caractérisait par la disparition des échelons intermédiaires et par le fait qu'il y avait à la fois un cadrage de l'État et une assez grande liberté des équipes. C'est vrai, je ne suis pas sûr que ce soit transposable en France pour des raisons à la fois historiques et de structuration du territoire. La Finlande est quand même un tout petit pays. Je ne suis pas sûr que ce qui est possible au niveau d'un pays grand comme la Suisse soit possible au niveau d'un pays grand comme la France. Mais néanmoins, nous avons un système qui marche sur la tête. Nous avons un système, pour dire les choses très gros, d'une manière très grossière, qui est très largement libéral sur les fins et très étroitement directif sur les moyens. Autrement dit, quand vous êtes dans un établissement scolaire, personne globalement ne vous demande réellement quelle politique vous menez, en particulier dans les lycées. Vous pouvez mener une politique hyper sélective, vous pouvez vous désintéresser totalement de l'accueil des parents d'élèves, vous pouvez n'avoir aucun souci de l'autonomie documentaire des élèves, vous pouvez ne pas procéder aux élections de délégués, ne pas mettre en place le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté. Il y a à peu près un établissement scolaire sur 2 qui a un comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, alors que c'est imposé par les textes. Vous pouvez ne pas le mettre en place, personne ne vous dit rien. Bon. En revanche, on va vous vérifier votre âge sur eux. C'est-à-dire qu'on va être d'un pointillisme technocratique fabuleux sur la question des moyens. Et on va décider, à la rue de Grenelle, que tout élève de 6e a besoin de 4 heures de maths par semaine. Pas 36 fois 4 heures par an, mais 4 heures de maths par semaine. Et on va le décider. Et on va vous l'imposer, sans prendre en compte le fait que peut-être il y a des élèves qui en ont besoin de 3 et d'autres de 6. Et sans prendre en compte le fait que les professeurs sont quand même mieux armés pour savoir de combien d'heures de maths ont besoin les élèves que les fonctionnaires de la rue de Grenelle, s'ils connaissent les élèves. Parce qu'en réalité, on vous contrôle sur vos modalités, mais on vous laisse totalement libre sur vos finalités. Et ça, c'est un système impossible. Ce qui nous fait vivre, nous autres écologistes, c'est la perspective de renverser cette absurdité. C'est-à-dire d'avoir un État ferme sur les finalités du service public, c'est-à-dire qu'il soit très clair sur les exigences d'un service public en termes de gratuité, de qualité de l'enseignement, mais aussi d'accueil des familles, mais aussi de documentation des élèves, mais aussi de qualité de la cantine, etc. Très ferme et très clair, mais qui joue aussi la responsabilisation des équipes. Alors qu'aujourd'hui, on a simultanément le libéralisme en termes de finalité, ce qui fait qu'on a installé la concurrence et la privatisation dans l'enseignement public lui-même, et à côté de ça, le caporalisme sur les modalités qui interdit toute initiative et empêche l'expression de toute mise en œuvre d'une pédagogie différente. Et puis, juste un point très rapide, parce que beaucoup de choses ont été dites, il y a d'autres études que l'étude PISA. Et il y a en particulier une étude transnationale qui porte sur 7 pays, qui corrobore d'une manière étrange, étonnante, mais intéressante, les résultats de PISA, et dont les enseignements pourraient, me semble-t-il, nous servir. C'est une étude qui montre que les résultats des élèves, en particulier dans les collèges et les lycées, augmentent systématiquement dans tous les domaines, que ce soit le domaine des savoirs fondamentaux, les domaines plus largement culturels et d'engagement, mais aussi les domaines qui relèvent de la militance associative, par exemple, qui sont pris en compte dans cette étude, que cela augmente
au fur et à mesure que l'on se dirige vers ce qu'on pourrait appeler des unités pédagogiques à taille humaine. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va vers des unités pédagogiques à taille humaine prises en charge par des équipes d'adultes solidaires. C'est-à-dire, globalement, la formule idéale, c'est 120 élèves qu'on donne à 10 profs. En leur disant, vous avez 120 élèves, vous êtes 10 profs. Maintenant, vous êtes les seuls 10 profs de ces 120 élèves, et on dit à ces 120 élèves, vous avez 10 profs, ils sont vos profs. Aujourd'hui, aucun élève de 6e ne voit jamais tous ses profs en même temps, sauf les délégués au conseil de classe, quand tous les profs sont là. Or, un élève de 6e ne peut pas psychologiquement, même s'il est surdoué, se représenter mentalement la cohérence de 12 ou 15 profs et leurs exigences réciproques. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'existence institutionnelle mentale de l'école dans la tête de l'élève. L'école n'existe pas. Elle n'a pas de cohérence, elle n'a pas de stabilisation dans la manière dont elle est pensée. Et donc ce qu'on voit, et là je vais dire des choses très politiquement incorrectes, vous m'excusez, c'est que assez indépendamment des références idéologiques, chaque fois qu'on s'approche du modèle, pour faire gros 100 à 150 élèves pour 10 à 15 profs, avec 10 à 15 profs qui ont une relative liberté pour travailler avec ces élèves et qui constituent les seuls interlocuteurs de ces élèves et qui les suivent d'une manière précise, chaque fois qu'on a ça, on fait monter les résultats d'une manière significative et on fait baisser très significativement les inégalités entre les personnes. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que des collèges de 120 élèves, ni que des lycées de 120 élèves. Mais peut-être faut-il faire, comme dans d'autres pays, en Argentine par exemple, qui a reconstruit entièrement son système éducatif après la chute de la dictature, des mini-collèges ou des mini-lycées. En Argentine, par exemple, il y a un collège de 4 classes, il y a un collège 6e, 5e, 4e, 3e comme nous, mais chacun des collèges a regroupé une 6e avec une 5e, avec une 4e et une 3e, c'est ce qu'ils appellent la classe verticale, et c'est la même équipe de profs dans des locaux proches qui prennent en charge une 6e, une 5e, une 4e et une 3e, en utilisant des temps où les élèves de 6e sont enseignés par les 3e, en s'organisant entre eux, en décloisonnant et en faisant en sorte que dans ce cadre éducatif-là, il y a une cohérence. Alors, ils vont très loin, parce que la cohérence va jusqu'au fait que chaque mini-collège fait le lever du drapeau au garde à vous le matin avec son groupe de 10 professeurs. Alors, ça, c'est la culture argentine, on ne va pas importer ça forcément en France. Mais pour dire qu'on peut imaginer d'autres choses, et que, comme l'a dit tout à l'heure mon voisin, la formule tranche napolitaine, c'est-à-dire 1 heure de français, 1 heure de maths, 1 heure d'anglais, 1 heure d'histoire, 1 heure de PS, avec 1 heure de cours, avec leçons, etc., un prof, une matière, c'est pas gravé dans le marbre. Il y a une multitude de choses à regarder dans les systèmes éducatifs du monde entier, dès lors qu'on se décentre et qu'on ne se prend pas pour le nombril du monde. Merci beaucoup.